Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Directeur de la Villa Noailles à Hyères, Jean-Pierre Blanc est surtout connu pour avoir créé il y a presque 40 ans le Festival international de la mode où se sont pressés les plus grands noms de la haute couture, mais aussi de jeunes créateurs devenus à leur tour célèbres après avoir fait défiler leurs créations sur le podium hyérois. Dans cet entretien, Jean-Pierre Blanc revient sur sa passion pour la mode qui remonterait à sa plus tendre enfance, sa passion pour le sport, l'art, la création, et cette capacité naturelle à créer en toute modestie des liens forts entre ceux qui, comme lui, ont du talent et l'envie de partager leur passion avec le public. Je m'appelle Jean-Pierre Blanc et je suis directeur général de ce centre d'art qu'est la Villa Noailles. J'y suis arrivé pour la première fois au mois de juillet 1989 à la demande du maire historique de la ville d'Hyères de l'époque, Léopold Ritondal. Et j'ai eu la chance d'y rencontrer une équipe de tournage qui tournait un des documentaires sur Charles et Marie-Laure de Noailles, sûrement les plus intéressants qui aient jamais été tournés jusqu'alors. Et ensuite, j'y ai organisé une première exposition en 1990. Et du coup, depuis 1990, j'y travaille avec des intermittences, on pourrait dire, puisque j'y ai travaillé souvent pendant l'été de 1990 à peu près schématiquement 2003, en faisant comme une très longue préfiguration de ce qu'aurait pu être ce centre d'art. Et puis en 2003, le centre d'art a été créé après le transfert de la Villa Noailles à la métropole de Toulon. Et du coup, je suis officiellement directeur depuis 2003. Ça fera donc 20 ans dans peu de temps. Et j'y travaille du coup depuis 1990. Je me souviens d'être très attiré par la mode et les vêtements très tôt, je crois vers 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ça se matérialise par habiller des poupées, des poupons, enfin voilà, jouer à la poupée comme on dirait. Et puis après, il y a une période de découverte de la beauté. J'ai été... il y a au moins, pour moi, dans mon esprit, comme ça, rapidement, 3 chocs esthétiques fondateurs. Le premier, c'est une sortie avec l'école primaire dans laquelle j'étais, cette merveilleuse école des Salins d'Hyères, où la maîtresse nous emmenait ce que l'on appelle communément ici, et au Salins en particulier, le fond des pins. Ça veut dire toute la bande littorale qui va des Salins d'Hyères à la Londe, et cette pinède incroyable, aujourd'hui gérée par le Conservatoire du Littoral et la métropole de Toulon. Et ça a été vraiment mon premier choc esthétique, ces immenses pins verts qui se découpent comme ça dans le ciel, avec la mer d'un côté et les marais salants de l'autre. Et ensuite, le second, assez précisément, même si ça fait tellement longtemps que ça commence un peu, évidemment, à s'éloigner dans mon esprit, mais j'ai eu la chance, avec le collège Marcel Rivière, qui à l'époque s'appelait le collège du Golf Hotel, de partir en voyage d'études à Rome, donc en 6e, donc j'étais tout petit, j'avais 10 ans. Et Rome, évidemment, c'est la ville éternelle et la ville de la beauté éternelle. Donc j'ai été subjugué par cette beauté. Moi, le jeune enfant issu d'un petit hameau de Hyères qui s'appelle Saint-Nicolas, dans lequel mes parents avaient un bar-restaurant dans lequel j'ai grandi. Et le troisième choc esthétique, plus important, on pourrait dire, très jeune aussi, c'était en 5e, donc juste l'année d'après, ce sont les hasards de la vie, c'est que je faisais du grec au collège, et le collège a organisé une sortie de 3 semaines en Grèce avec mon professeur de grec, monsieur Duapart, et on a eu cette chance inouïe de découvrir la Grèce en 1975, peut-être ces années-là, 74, 75, 76, je ne sais plus exactement. Évidemment totalement vierge, sauvage. Je pense que je me souviendrai presque de l'itinéraire par cœur de tout ce que j'ai vu et découvert. Et ça c'est resté la passion de ma vie pendant très longtemps. Donc ça, ce sont les chocs esthétiques, on pourrait dire, en tous les cas les premiers. Et puis après, il y a le sport.
Parce que j'ai fait du sport comme ça par amitié avec des potes au début, et puis c'est devenu une passion, le volleyball. Et puis j'ai fait quasiment du sport de haut niveau, parce que ça marchait très bien pour moi, que j'aurais pu aller en sport-études à Cannes. À l'époque, le sport-études volleyball était à Cannes. Et mes parents n'ont pas voulu. Du coup, ça a changé le cours de ma vie, forcément. Et du coup, j'ai fait autre chose. Mais ce moment du sport de compétition, avec l'amitié, le partage, la rigueur intellectuelle et physique, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et je sais aujourd'hui que ce que j'ai appris dans le sport et ce que j'ai appris chez mes parents, ce sont les fondamentaux de ce qui m'ont permis d'être ce que j'ai commencé à être après, quand j'ai commencé à travailler dans la culture, ce pourquoi je n'étais absolument pas fait, puisque je suis issu d'une famille où la culture, au sens culture amateur des arts, n'existait quasiment pas. Mais avec le recul, et bien sûr, je me rends compte que la culture de mes parents, qui était celle de la générosité et du partage, eh bien, donne un sens à l'action culturelle que j'ai eu l'immense joie et chance de pouvoir conduire pendant une durée aussi longue, puisque ça fera dans pas longtemps 40 ans que j'organise ce festival et presque 45 ans que je travaille dans le secteur culturel sans discontinuer dans la même ville et quasiment dans le même lieu. Donc voilà, c'est la chance de ma vie. Et oui, voilà. Je vous disais tout à l'heure de ma passion pour les vêtements quand j'étais tout jeune, ce que ma mère m'a interdit de poursuivre, pour des raisons qu'on peut assez facilement imaginer quand on est un petit garçon. Mais je ne sais pas si ça vient de là. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça revient au travers des magazines. Ça, c'est absolument indéniable. Donc, dans les années 80, il y a aussi cette ambiance dans le pays à l'époque, avec un ministère de la Culture qui a toujours été pour moi un marqueur fort des arts et de la culture dans mon pays, la France. Le ministère de la Culture à l'époque a à sa tête le ministre merveilleux Jack Lang, et la mode est une partie intégrante du ministère de la Culture, ce que je trouve être une excellente idée. Je déplore aujourd'hui souvent que cela ne soit plus aussi le cas que ça l'a été dans les années 80. Et du coup, cette ambiance en France, au ministère de la Culture, mais aussi dans les magazines, comme je le disais, et puis l'arrivée de ce qu'on a communément appelé, avec le recul, les nouveaux créateurs. On passe presque du jour à la nuit, ou de la nuit au jour, plutôt de la nuit au jour. Ça veut dire que pendant des années, la mode a été presque, on pourrait dire, positivement confisquée par des grands noms de la mode après la Seconde Guerre mondiale. Christian Dior, Balenciaga, Balmain, enfin toutes ces grandes maisons qui existent toujours aujourd'hui d'une manière différente. Et puis dans les années 80, il y a une émergence de nouveaux créateurs liés à une période spéciale la fin des années 70, les libérations sexuelles et festives, et puis les années 80 qui arrivent, avec donc cette émergence de gens qui renversent la table, vraiment littéralement, en particulier un qui est cette icône de la mode du XXe siècle, Jean-Paul Gaultier, mais accompagné de ses camarades Azzedine Alaïa, Claude Montana, Thierry Mugler. Et moi, ces gens m'ont vraiment fasciné, au point d'avoir l'idée de leur demander de l'aide pour créer le Festival des jeunes créateurs. Ce Festival des jeunes créateurs, on l'a créé avec une bande d'amis au sein d'une commission extra-municipale des jeunes que la ville d'Hyères avait appelée de ses voeux. Et notre rêve, c'était d'essayer de donner la possibilité objective et généreuse à des jeunes qui ne seraient pas issus des milieux de la mode ou issus de milieux favorisés, de pouvoir accéder
à la rencontre avec des professionnels, pouvoir montrer leurs travaux de création, et du coup, d'une certaine manière, ce qui n'était pas du tout le cas à ce moment-là, démocratiser la jeune création en matière de mode. Et c'était ça le souhait de départ, et ça l'est toujours aujourd'hui, même si le festival existe depuis presque 40 ans, mais ça a vraiment été le goal absolu de cette bande de potes que nous étions. On était 13 au départ, de vouloir démocratiser cet accès à la mode. Et aujourd'hui, ça paraît être un espèce de lieu commun, parce que les choses ont beaucoup changé avec l'émergence des écoles, avec les moyens qu'ont les écoles. Et puis aussi, depuis une vingtaine d'années peut-être, le fait que les jeunes créateurs soient devenus à la mode, ce qui n'était pas du tout le cas quand on a commencé, c'était plutôt le contraire. On n'arrêtait pas de nous dire, mais pourquoi est-ce que vous penchez sur l'aide à ces très jeunes qui viennent de sortir de l'école ? Il y a tellement de gens qui galèrent déjà, aidons déjà ce qui existe plutôt que d'aider des nouveaux. Enfin, c'était pas du tout simple au départ. Il a fallu lutter et être aidé par des bonnes étoiles et des bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau et qui nous ont permis de réaliser ce rêve qui dure depuis 38 ans. Alors paradoxalement, quand on y réfléchit quand on prend du recul, ça a paru pas si compliqué que ça. Et je serais tenté de dire qu'il y a des choses compliquées qui l'ont été et qui le sont peut-être toujours aujourd'hui, et puis d'autres beaucoup plus simples. Je serais d'avis de dire que localement, ça n'a pas été facile, et c'est pas le dernier festival avec ces attaques répétées contre la programmation de la Villa de Noailles qui me démentira. Mais localement, ça a un espèce de paradoxe, un soutien politique de la ville d'Hyères, du département et de la région et du ministère assez tôt, et puis des embûches de gens qui sont contre, mais qui, quand on les vit au quotidien, au début, nous semblent être des montagnes. Et puis quand on prend un peu de sagesse et qu'on vieillit, on se rend compte que c'est simplement dans l'ordre des choses et qu'il y a toujours des grincheux, jeunes ou vieux, qui ont le goût de jouer les empêcheurs de tourner en rond et qui vont essayer par tous les moyens de contrarier les projets pour des tas de raisons qui peuvent être de la jalousie, du plaisir malsain, et voilà. Mais je crois que ça va avec toutes les aventures de la vie, et donc ça va avec cette aventure professionnelle. Ce qui est évidemment notable, c'est le soutien indiscutable du maire Léopold Ritondal. Sans lui, rien de ce que je fais aujourd'hui n'aurait existé. Alors c'est assez aussi là paradoxal, parce que c'est quelqu'un qui était relativement âgé quand on s'est connus, qui me prenait un peu comme pour un jeune con, ce que j'étais sûrement aussi au début à 20 ans, et qui nous a fait une confiance absolue jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers jours. Ça a été vraiment incroyable. Et ce soutien politique local a porté les autres soutiens institutionnels publics, on pourrait dire. Et puis après, évidemment, le transfert à la métropole de Toulon a démultiplié d'une manière très spectaculaire, avec le soutien de toutes les institutions aujourd'hui, le centre d'art qui est devenu d'intérêt national en 2017, évidemment. Ça, c'est aussi très spectaculaire. Et puis un soutien, pour revenir simplement au Festival de mode, on pourra peut-être parler d'autres sujets après, c'est le soutien de la profession. C'est marrant parce que, bon, comme il y a le centenaire de la Villa qui approche, on est tout le temps en train de se faire un peu des rewinds comme ça, de repenser à des moments un peu clés de ce qu'on a vécu. Et on est en 1986, on vient de finir le festival de mode. Il y a un jury qu'on a constitué, je vous avoue, je ne sais pas comment on a réussi à le constituer, mais il est là, avec des personnalités un peu marquantes, enfin une en particulier,
qui s'appelle Arlette Decoq, qui était la fondatrice et la propriétaire de cette marque de la Côte d'Azur qui s'appelait Chacoq. Et puis il y avait une autre personne, qui nous a tout de suite apporté son soutien, qui s'appelait Françoise Chassagnac, qui travaillait pour les magasins Victoire. Et Françoise Chassagnac, on est sur le port d'Hyères, elle me dit je vais t'aider, ce que tu as réussi à faire en 1986 à Hyères est formidable, je vais t'aider. Bon. Alors, vous voyez, on peut toujours dire je vais t'aider, ça n'engage pas à grand-chose, bien évidemment. Je me souviens très bien de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup travaillé, qui me disait que les promesses ne sont valables que pour les gens qui les croient. Et du coup, Françoise Chassagnac, elle va vraiment nous aider. Et à tel point que pour la deuxième édition du Festival de Hyères, qui s'appelle à l'époque le Salon des jeunes stylistes, eh bien, la star de la mode de ce moment-là, qui habite à Cannes aujourd'hui, qui est un créateur emblématique des années 80, qui s'appelle Jean-Rémy Domas. Eh bien, Jean-Rémy Domas, à la demande de Françoise Chassagnac et de Marie-Paul Gillis, la sœur d'une personne qui habite dans la métropole de Toulon, Florence Cyrulnik, qui était maire adjoint aux affaires culturelles à la Seine-sur-Mer, et bien Marie-Paul Gillis, qui dirige le studio des Galeries Lafayette à l'époque, donc c'est une femme puissante s'il en est dans le milieu de la mode, et bien toutes les deux réussissent à convaincre Jean-Rémy Domas de venir présider le jury de cette deuxième édition et surtout de défiler à Hyères dans un garage désaffecté, avenue Dunant, un garage Citroën qui vient de fermer, dans lequel l'odeur principale est celle de la graisse sur le sol. Et on réussit à faire cette deuxième édition qui souffle un peu tout le monde, parce que la première année avait eu lieu dans l'église anglicane désaffectée. La deuxième dans ce hangar, cet ancien garage. Et ensuite, on ira dans ce nouvel équipement de la ville, si attendu par le maire de l'époque, l'espace 3000, pour y rester une bonne dizaine d'années. Et ce soutien de la profession, il ne s'est jamais démenti. Et c'est eux, vraiment eux, et nous, qui avons fait le Festival de Hyères tel qu'on le connaît aujourd'hui. En fait, je crois que je suis passionné par ce que je fais. J'étais très longtemps passionné par ma ville. Et ma passion pour la mode et les arts plastiques, ou les arts tout court, ne s'est jamais démenti en 37 ans. Et du coup, je me rends compte que ce qui les a convaincus, c'est ma passion et ma façon de faire, ma façon d'assumer une direction artistique de ce festival. Après, il y a des moments comme ça que l'on ne peut pas s'expliquer. En 1989, donc c'est la 4e édition du festival, il y a un jeune garçon qui s'appelle Samy Tilouche, qui est l'assistant d'un grand créateur des années 80 qui s'appelle Roméo Gigli à Milan, qui gagne le festival d'Hyères. Les gens trouvent le défilé tellement beau, des gens pleurent pendant le défilé. Et rentre à Paris en disant mais c'est incroyable ce festival, il se passe vraiment quelque chose. Ça c'est en 1989. En 1990, donc vous voyez, on a commencé en 86, donc c'est 4 ans après le début, John Galliano, qui est cette espèce de fusée absolue de la mode du XXe et du XXIe siècle, eh bien, John Galliano débarque à Hyères. Allez savoir comment, parce que moi je ne connais mais vraiment personne. Et John Galliano vient non seulement à Hyères présider le jury, mais il défile à l'espace 3000, ce qui rétrospectivement est une chose absolument totalement incompréhensible. Vous imaginez, John Galliano, 3 ans après, il sera chez Givenchy, il deviendra la star qu'il est, mais évidemment il est déjà une star, sauf qu'il a cette générosité d'une partie de Méditerranée qu'il a en lui, je pense, et on fait une fête dans le club des rugbyman de la ville absolument dantesque, dont on a des photos incroyables, et bien à partir de ce moment-là, il y a un marqueur supplémentaire qui s'imprime sur ce que les gens appellent de plus en plus le Festival de Hyères, qui prend un peu le relais de l'autre magnifique festival de Hyères, qui était celui du jeune cinéma de 1963 à 1983, dont les hasards de la vie nous ont fait prendre un peu la suite, la succession. Et du coup, l'année d'après, en 1992,
eh bien, dans le jury se retrouve une partie des noms les plus emblématiques des années 90, Martin Margiela, Helmut Lang, Martin Sidbon, Jean Colonna et Jean Twitou. Et là, rétrospectivement, moi, je sèche totalement parce que je ne les connais pas, je ne sais pas comment ils sont arrivés jusque-là, mais évidemment, tout le monde remarque qu'à Hier, pour ce 6e ou 7e festival, il y a les meilleurs créateurs du moment qui y sont, et donc il faut y être. Et du coup, il y a une espèce, à partir des années 80, du début des années 90, il y a une espèce de pouvoir d'attraction qui se met en place et tout le monde veut être là. Et ça n'a jamais cessé. Jusqu'à un moment donné où je me souviens très bien, j'étais dans mon bureau qui, à l'époque, était l'ancien atelier de peinture de Marie-Laure de Noailles, là, juste au bout de la terrasse où nous nous trouvons. Je me changeais pour l'inauguration, je me retourne. Et là, je vois un parvis, mais noir de monde, des milliers de gens. Et même si je m'étais habitué à une certaine forme de réussite, il y a eu un basculement à un moment donné encore plus spectaculaire, avec quasiment la profession qui avait décidé de faire de Hier un de ses rendez-vous importants annuels. Et ça, si on me l'avait dit, je l'ai déjà dit quelques fois, je ne l'aurais jamais cru, bien évidemment. Et puis la chose la plus spectaculaire ensuite, même si on peut reparler de Karl Lagerfeld à un autre moment dans d'autres conditions, c'est l'arrivée de Chanel pour le 30e anniversaire en tant qu'invité d'honneur. Et là, tout bascule évidemment, parce que avoir un petit festival de province d'une ville de 60 000 habitants qui est présidé par la maison la plus prestigieuse connue dans le monde entier de millions et de millions de personnes, ça change la donne, bien évidemment. Et puis, en plus de cette présidence, de cette direction artistique globale que Chanel avait décidé de faire pour ses 30 ans, bien, il y a toute une pléiade d'invités qui vont de la princesse Caroline de Monaco à Karl Lagerfeld, bien évidemment. Et du coup, le petit festival que l'on était devient un festival mondialement connu. Et voilà, ça fait 7 ans que ça dure. Chanel est toujours partenaire. Ils sont de nouveau, depuis ce matin officiellement, le grand partenaire du centenaire de la Villa Noailles. Donc ça veut dire qu'on a réussi à nouer des relations avec eux d'amitié, de confiance et de travail. Et ça, comme consécration de 37 ou 38 ou 40 ans de travail quotidien ici, quelque part, même si j'aime pas me faire des compliments d'une certaine manière, ça fait chaud au cœur et ça montre que le travail qui a été accompli par moi et par tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis fort longtemps, et puis avec le soutien, encore une fois, de toutes les institutions publiques de notre pays, le ministère de la Culture, la région, le département du Var, la métropole et de Toulon et la ville d'Hyères, ça montre qu'on est allé dans la bonne direction et que l'argent qui a été investi, c'est quelque chose qui est quand même évidemment important, porte ses fruits, donne de l'envie à des jeunes de faire ces métiers de création et donne du plaisir au public, donne des émotions au public. Et c'est la mission essentielle du service public de la culture auquel j'appartiens, et qui a pour moi une réelle importance dans notre pays, être au service du public, être au service des enfants, au service des passionnés de culture ou des gens qui n'y connaissent rien. C'est une très belle mission de service public qui me plaît énormément et qui me plaît toujours autant que quand j'ai commencé. Au départ, on est un centre d'art, on est un centre culturel. Je n'ai pas de difficulté à dire ça. On est ce qu'on appelait dans les années 70 une maison des jeunes et de la culture. Donc on n'a pas vocation à organiser des événements internationaux ou mondiaux. Donc faire des expositions, accueillir des ateliers pour les enfants, faire des visites guidées. Ça, c'est notre métier intrinsèque. On le fait et le succès nous fait plaisir, mais il ne nous étonne pas. Par contre, voir des gens qui traversent le monde de Chine, du Japon, des États-Unis ou d'Amérique du Sud pour venir pendant 3 jours participer à un événement,
c'est spectaculaire. Moi, ça continue de me marquer encore aujourd'hui. Vous voyez, la Chine réouvre. Ce matin, on avait des messages de Chinois qui disaient quand est-ce qu'on peut revenir au Festival d'hier. Donc, puis on est en province, on n'est pas dans une capitale, on est dans une toute petite ville qui n'a pas du tout cette vocation en elle. À tel point que, vous voyez, ça fait 40 ans que le festival existe. En dehors de nous, dans la mode, il n'existe pas quasiment rien, malheureusement, qui est un rapport avec l'activité que l'on a développée, que ce soit une école de mode, que ce soit un lycée qui forme des enfants à la mode. Il n'y a rien. Donc, c'est ça qui est surprenant. Et puis, moi, je suis autodidacte. Je ne suis pas un professionnel. Je n'ai pas appris à faire ce que je fais. Donc oui, j'ai aucune difficulté à dire que beaucoup de choses m'ont surpris. Les rencontres, vous voyez, me retrouver un jour à discuter très gentiment avec Karl Lagerfeld, Azzedine Alaïa, ou Jean-Charles Le Castelbajac, ou Didier Grumbach, ou Pascal Mussard, nos deux présidents merveilleux, eh bien ça l'enfant de la rue, d'une certaine manière, que je suis, est évidemment touché par ce genre de choses. Donc touché et surpris sans aucun problème, oui, parce que ce n'était pas ma vie. Au fond de moi, je pense que je n'étais pas fait pour ça et je ne l'ai jamais cherché. Je ne me suis jamais dit ni que j'allais être directeur de la Villa de Noailles, jamais. On me l'a proposé très gentiment. C'est le maire de la ville d'Hyères et l'adjoint aux affaires culturelles, François Carassan, qui me l'ont proposé. Mais moi, je ne l'ai jamais cherché. Je n'ai jamais cherché à faire carrière. Et du coup, quand vous ne cherchez pas à faire carrière, moi j'étais très heureux dans la vie que j'avais avant. Je faisais du sport, je fais toujours du sport d'ailleurs. Je suis fier de ce que j'ai fait avec mes parents dans le restaurant. Donc ce côté un peu star system et show-off et international, c'est pas vraiment moi. Donc la surprise dont vous parlez, elle vient aussi de là. Parce que je crois que j'ai réussi un peu à rester à ma place et à garder les pieds sur terre et à pas m'imaginer ailleurs qu'ici ou dans un rôle qui ne serait pas le mien. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est très différent de quand on a commencé. Après, quand on est à l'intérieur, c'est toujours difficile d'avoir suffisamment de recul pour analyser les choses et savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Mais il y a au moins un élément fort qui a énormément changé la donne, c'est l'arrivée des grands groupes. On passe d'une mode avant les années 90 où on a des créateurs indépendants qui ont leur maison, qui font leur bonhomme de chemin à l'international ou pas à l'international, qui gagnent de l'argent beaucoup, qui n'en gagnent pas beaucoup avec des licences ou pas de licences, avec des parfums. Et puis, il y a, alors moi je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais il y a l'arrivée des groupes qui crée comme une petite secousse fin des années 90, peut-être début des années 2000, avec des groupes que l'on connaît aujourd'hui, avec lesquels on a pris l'habitude de faire et de voir les choses, mais qui changent complètement les systèmes. Le groupe LVMH, le groupe Kering, le groupe Richemont, qui sont donc trois grands groupes du luxe qui mêlent à la fois des marques de luxe de mode, mais aussi des marques de luxe d'accessoires, d'horlogerie ou de bijouterie, et puis on pourrait dire les grandes marques qui n'appartiennent pas à des groupes, qui sont encore indépendantes, mais qui sont des énormes machines de créativité et d'industrie, Chanel bien évidemment, mais aussi Hermès. Et ce sont, on pourrait dire, j'en oublie sûrement, je n'ai pas préparé cet entretien, mais c'est au moins ces 5 grands noms que je viens de donner qui forment un peu le corpus mondial de ce qu'est le luxe aujourd'hui. Alors vous parlez de créativité, je n'ai pas l'impression forcément que les choses ont beaucoup changé en termes de créativité. Il y a des maisons dans lesquelles la liberté, on le sent encore, est absolument totale. Et le marketing et les ventes viennent après. Et puis il y a des maisons où c'est beaucoup plus contrôlé. Ça donne des résultats d'un côté différents des résultats de l'autre. Mais c'est sûr que ça a énormément changé. Moi, ce qui me plaît toujours et qui fait que je crois, je ne suis pas encore un de ces aigris de la mode qui passent leur vie à dire « Oh là là, les défilés, c'est plus ce que c'était. Oh là là, c'est désespérant. Oh là là, c'est plus comme c'était auparavant. » Moi, quand je vais voir un défilé, je passe toujours 10 ou 15 minutes quasi inoubliables à chaque fois. Et je vois toujours des jeunes
qui ont encore la foi de faire ces métiers et qui transportent, grâce à leur style, grâce à leur créativité, qui transportent le public que sont les acheteurs, les journalistes. Et ça, je trouve que c'est irremplaçable. Et ça n'a pas faibli depuis que j'ai commencé. Alors, c'est différent, mais bon, on va annoncer les noms des présidents du jury la semaine prochaine. Vous verrez un petit peu de quoi je parle. Mais je trouve qu'il y a vraiment des jeunes aujourd'hui dans ces métiers qui apportent encore du rêve et de la création et de la créativité et qui donnent surtout envie aux gens de porter ces vêtements, puisque c'est de ça quand même au bout d'un moment dont il s'agit. Et quand j'ai eu cette chance inouïe de participer au début du mois de décembre au défilé des métiers d'art de Chanel à Dakar, Virginie Viard, qui est à la tête du studio de Chanel aujourd'hui, eh bien, je peux vous dire que le moment que Virginie Viard nous a fait vivre à Dakar pour cette collection des métiers d'art, eh bien, vous avez la chair de poule, vous avez envie de pleurer devant tant de beauté parce qu'il y a cette magie toujours dans la mode qui opère tout le temps de ce mélange entre la musique, les bâtiments, l'architecture, les vêtements, ici dans ce défilé en particulier, mêlé avec des chants en live et de la danse en live, qui était une école de danse de Dakar et des jeunes chanteurs de Dakar aussi. Et pour moi, qu'une grande maison comme Chanel soit encore capable de nous faire vibrer de cette manière-là, avec les millions d'euros qui vont derrière être générés par ces genres de créations, eh bien je continue à trouver ça magique, noble et beau. Parce que chez Chanel, par exemple, il y a cette générosité qui a consisté à racheter et à mettre à disposition de toutes les maisons dans le monde entier tous les savoir-faire liés à la mode. Donc ils ont racheté le savoir-faire des brodeurs que sont les maisons Le Sage ou Montex. Ils ont racheté les gens qui font les plumassiers, le marié. Et du coup, est-ce que c'est une prise de conscience qui a eu lieu avec ce retour aux valeurs un peu essentielles de la mode ? C'est trop tôt pour s'en rendre compte, mais il y a sûrement quelque chose de cette teneur-là, de revenir aux fondamentaux, de revenir à la créativité et aux gestes de la main et au savoir-faire et quitter ce monde de la fast fashion qu'on a tant subi ces dernières années, qu'on continuera de subir bien évidemment parce que voilà, c'est comme ça. Et c'est toujours aussi beau. Alors, ce qui est sûr, et c'est difficile pour moi de le dire, mais je pense être totalement objectif, on est le plus grand festival de mode au monde. Il n'y a pas d'équivalent en tant que festival aussi important que celui d'hier dans le monde. Après, il y a d'autres concours qui existent, qui sont des concours importants, mais il n'y a pas cet aspect festival où les gens viennent, partagent, se rencontrent, échangent. L'avenir, moi, surtout, ce qui m'importerait, c'est que ce qui n'est pas gagné, c'est qu'il perdure après mon départ. Moi, je vais bientôt avoir 60 ans, je serai à la retraite dans quelques années. Ce que je trouverais formidable, c'est que justement l'institution dont vous parlez, je ne suis pas sûr que le festival aujourd'hui soit une institution au sens intrinsèque du mot. On est très reconnu, très connu, mais on n'est pas du tout institutionnalisé, dans le sens où on a une fragilité que l'on porte depuis le début, qui est grande, et qui peut conduire à son arrêt brutal. Donc l'avenir, ce serait de faire en sorte que les politiques et les responsables du pays décident peut-être, c'est leur choix, ça ne peut pas être le mien, que cet événement a fait ses preuves dans le temps et qu'il serait bon que ce révélateur de talent, comme ils le disent, perdure et continue de soutenir, entretenir, accompagner les jeunes créateurs dans le domaine de la mode, de la photographie et des accessoires. C'est trop difficile en 37 ans, vous l'imaginez, mais il y en a un qui est en tous les cas étonnant et spectaculaire. Je suis avec la maman de mes enfants, Catherine à Ramatuelle, 1995, il n'y a pas de portable, et régulièrement, parce que j'ai toujours du mal à quitter mon bureau et mon lieu de travail, j'appelais à l'époque depuis des cabines téléphoniques le bureau pour savoir si tout allait bien.
Et je ne sais pas quel jour on est, mais ça doit être un jour de semaine, puisque j'appelle le bureau et on me dit « Karl Lagerfeld vient d'appeler, il souhaiterait que vous le rappeliez ». 95, vous voyez, moi, Karl Lagerfeld, le festival existait depuis très peu de temps. Je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Je pense sûrement un peu à une blague. Mais en tous les cas, bien évidemment, je ne sais pas si je rentre au bureau ou si j'appelle immédiatement, je ne me souviens plus. Mais j'appelle le numéro qu'on m'avait demandé de rappeler. Et là, je tombe effectivement sur la maison Karl Lagerfeld qui demande la possibilité de venir faire des photos pour la nouvelle collection dans la villa. Vous imaginez bien, même si Karl Lagerfeld en 1995 n'est pas le Karl Lagerfeld de 10 ans plus tard, mais c'est quand même immense d'avoir cette personnalité de la mode qui appelle pour venir faire une séance de photos ici. Et donc on accepte, bien évidemment. Enfin, je me souviens plus très bien comment je fais si on demande à la ville l'autorisation. Enfin, je vous passe les détails. Mais en tous les cas, Karl Lagerfeld arrive un beau jour du mois de novembre, je crois, avec toute une équipe. Rétrospectivement, ce qui est fantastique, c'est que je ne connais pas l'équipe, mais que maintenant je sais que c'est le meilleur maquilleur du monde, le meilleur coiffeur du monde, un des mannequins les plus spectaculaires avec lesquels Karl Lagerfeld a travaillé. Et du coup, ça donne une semaine de 4 jours ou 5 jours de shooting ici, et évidemment inoubliable. Moi, je sais pas, je dois avoir 30 ans. C'est drôle, c'est sympathique, c'est évidemment très étonnant à vivre et à voir. Et ça change ma vie. Puisque Karl Lagerfeld est tellement séduit par l'ambiance du lieu, par notre rencontre de l'équipe, qui décide non seulement de ne pas faire juste un catalogue de commercialisation de sa collection, mais il décide de faire un livre sur la Villa Noailles, qui sera édité chez Steidl en 95, et il offre à la ville, enfin à l'époque à l'OFACA, enfin l'Office d'Action Culturelle, mais du coup à la ville, tous les tirages de l'exposition, et il fait une exposition dans les salles voûtées. Donc vous imaginez quand même Karl Lagerfeld en 1995 qui fait une exposition à la Villa de Noailles, et il le fait à sa manière, avec les moyens qui étaient les siens. Donc il débarque en jet privé avec les meilleurs journalistes du monde de l'époque. Donc c'est la rencontre entre Karl Lagerfeld et Léopold Ritondale. Il y a le rédacteur en chef du Vogue américain à l'époque, qui est André Léon Talley, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui fait 2 mètres. Et donc il y a des photos assez incroyables de Léopold Ritondale avec André Léon Talley côte à côte, comme ça, et cette différence de taille phénoménale. Et du coup, ça change ma vie à tout jamais, parce que du coup, on est resté proche, enfin, on est resté en relation avec Karl Lagerfeld jusqu'à sa mort. On a des amis communs que l'on a partagés toutes ces années. Le livre a été réédité par la Maison Chanel pour le 30e anniversaire du festival. Ces photos restent quand même des photos évidemment magiques. Et puis, ça reste une des rencontres de ma vie, donc voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine.